Latifa, c'est une femme de cœur, une femme dévouée à celles et ceux qui souffrent, en silence, trop souvent, trop longtemps. En France, une femme est victime de violences physiques ou sexuelles toutes les 3 secondes. Et dans le monde, 1 sur 3 subira des violences au cours de sa vie. Face à ce constat insupportable, Latifa a choisi d'agir, de transformer la douleur en action, la peur en force. À Istres, tu as fondé SAFE, Stop aux violences faites aux femmes et aux enfants, qui accompagne jusque dans les tribunaux et la reconstruction. Latifa, chaque jour dans le monde, des milliers de femmes subissent encore des violences en France. Plus de 120 femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. Qu'est-ce que ces chiffres représentent pour toi, au-delà du nombre, et que ressens-tu? Toi, et notamment ton équipe, qu'est-ce que vous parvenez à faire par rapport à tous ces malheurs? Alors, c'est des chiffres qui nous font froid au dos, des chiffres insupportables, des chiffres inacceptables. Nous sommes en 2025. Trop de femmes sont assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. Notre équipe met en place un accompagnement, du soutien, de l'écoute, un accompagnement lors des dépôts de plainte, un accompagnement au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, lors des convocations par la juge d'instruction, lors des auditions. Peux-tu me donner ton parcours personnel et ce qui t'a poussé à fonder SAFE? Et quelle est ta mission précise dans ton association aujourd'hui? Alors, l'association a été créée en août 2020. Pourquoi? J'ai des amis très proches qui ont subi des violences conjugales et j'ai dû les aider dans leur parcours, et ça a été un combat très très difficile pour la victime et pour moi-même. Les victimes ne connaissent pas leurs droits, donc j'ai fait ça à titre perso pour mes amis. Et ensuite, j'ai décidé de mettre une association en place pour que ça soit plus officiel. Ma mission actuellement, je suis présidente de l'association Stop aux violences faites aux femmes et aux enfants sur Istres. Mes missions, c'est de recevoir les victimes, de les orienter, de les écouter, de les accompagner. Mais c'est surtout un soutien physique qu'elles ont besoin, les victimes, afin qu'elles ne se sentent moins seules. Chiffres et bénéficiaires, depuis la création, combien de victimes approximatives avez-vous aidé et combien par an en moyenne, en règle générale? Alors en moyenne, annuellement, on aide plus de 50 femmes qui viennent de toutes communes alentours. Alors sachez qu'il n'y a pas de tranche d'âge, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas de religion dans les victimes. Cela peut arriver à tout le monde. À ce jour, il y a 76 femmes assassinées en France depuis le 1er janvier 2025. Quel type d'aide fournit au niveau de l'association, c'est-à-dire juridique, peut-être les accompagner au tribunal, mise en sécurité, un soutien psychologique, du logement, voilà, tout ce genre de choses. Qu'est-ce que vous faites en règle générale, un petit peu en ce sens? Alors en règle générale, tout ce qui est juridique, c'est des accompagnements, des orientations et accompagnements qui se font directement à l'association APERS. L'association APERS, c'est Aide aux victimes, qui se trouve au commissariat d'Istres, et les orientations se font là-bas pour tout ce qui est juridique. Au niveau parcours judiciaire et sécurité maintenant, quelle est la procédure type quand une victime vous contacte, un signalement, plainte, une ordonnance de protection, je ne sais pas? Alors, quand une personne est victime de violences conjugales, la première démarche à faire, qui est d'ailleurs la plus difficile pour les victimes, c'est le dépôt de plainte au commissariat. C'est la démarche la plus difficile pour les victimes. Donc, c'est un accompagnement au commissariat avec le soutien de l'association APERS. Ensuite, c'est selon le cas, c'est signalé au procureur, et ensuite, c'est le procureur qui décide s'il saisit l'affaire ou pas, ou dans le cas contraire, donc c'est classé sans suite. Donc, si le procureur décide de saisir l'affaire, donc il y aura une audition de la victime, ensuite de l'auteur des faits. Très bien. Avez-vous un retour sur l'efficacité des ordonnances de protection et sur la sécurité lors ou après la sortie du mis en cause en fait? Alors, quand une victime dépose plainte, donc quand c'est comparution immédiate,
Donc effectivement, donc on a le retour de la victime qui nous informe ce que le juge a décidé d'ordonner ou pas sur cette situation. Les situations sont différentes, donc le juge peut ordonner différents types de protection. Mais en effet, oui, on est au courant à la suite du tribunal. Et je me posais cette question, après condamnation, donc du coup, quelle protection réelle existe pour les victimes, parce qu'on voit des fois il y a des récidives, ce genre de choses, un suivi du type bracelet, relais police, et quelles sont les lacunes selon toi? Alors les deux dispositifs disponibles, c'est le TGD, donc le téléphone grand danger, et le bracelet. Mais en effet, par contre, le bracelet, il faut l'autorisation de l'auteur des faits pour pouvoir le porter. Et c'est rarement accepté par les auteurs des faits. Et elles ont donc le téléphone grand danger qui est mis justement par l'association APERS. Du coup, tu me dis qu'en fait les personnes qui sont condamnées ont le choix de porter un bracelet ou pas? Alors s'ils sont condamnés, donc ils sont de suite en détention provisoire. Et dans l'autre cas, donc c'est une procédure judiciaire où ils ne sont pas condamnés au jour même, mais il y aura peut-être une date d'audience plus tard. Et en attendant, effectivement, la victime peut demander le téléphone grand danger ou la mise en place du bracelet sur l'auteur des faits. Très bien. Impact et témoignages. Peux-tu partager le malheur de un ou deux témoignages anonymes, évidemment, qui montrent l'impact de ton action? Moi, j'ai des situations qui m'ont beaucoup touchée. Une victime qui est victime de violences conjugales. Son compagnon a été condamné et en détention dans une maison d'arrêt. Mais l'auteur des faits, donc son compagnon, a quand même voulu se venger. Et il a envoyé des hommes de main à son épouse, qui est domiciliée sur la commune d'Istres. Et les hommes de main lui envoyaient des vidéos avec des armes ou des vidéos où il se retrouvait devant son bloc à sonner à l'interphone à son nom. Des vidéos avec des armes portées sur eux en disant « on arrive, on va s'occuper de toi ». Ça, c'est une des situations qui m'a énormément touchée. Et la deuxième situation qui m'a énormément touchée, c'est les viols, des femmes qui se font violer. Et j'ai une situation où c'est une jeune fille... Elle est majeure depuis quelques mois et elle a décidé de libérer la parole et de venir en parler des viols subis durant son enfance. Et je me dis que cette jeune fille a subi le temps d'être majeure parce qu'étant mineure, on demandait souvent la présence des parents lors du dépôt de plainte. Et elle a attendu d'être majeure pour venir au commissariat faire un dépôt de plainte. Et donc, du coup, elle a dû subir des viols en attendant d'être majeure. Donc des personnes qui sont mineures, s'il y a quelqu'un de la famille, notamment un papa ou une maman, ne pourrait pas déposer plainte puisqu'elle n'aurait pas l'accord de ses parents et en l'occurrence du mis en cause. Si, on peut déposer plainte, mais après la situation est plus compliquée en étant mineure. Elle aurait été placée directement dans une famille d'accueil. Elle, sa sœur et son frère, ne voulant pas se séparer de ses frères et sœurs, elle a préféré attendre d'être majeure pour pouvoir déposer une plainte. C'est terrible. Et justement, quels sont les dégâts les plus fréquents que tu vois, physiques, économiques, psychologiques? Alors physique, on le voit énormément par les victimes quand elles se présentent. Elles viennent souvent en pyjama, elles ne prennent plus soin d'elles parce qu'elles perdent confiance en elles. Elles n'ont plus d'estime même pour elles-mêmes. Du coup, c'est un dégât physique, mais c'est surtout le plus important, c'est un dégât psychologique. Ces femmes-là doivent absolument faire un suivi auprès d'un psychologue. Prévention et solution. Selon toi, quelles mesures légales ou pratiques doivent changer en priorité? En priorité, ce qui doit changer, c'est les formations des officiers de police dans les commissariats. Des formations sur la thématique des violences conjugales pour mieux réceptionner la victime lors du dépôt de plainte au sein du commissariat. De quel soutien concret avez-vous besoin? Financier, juridique, de bénévoles, logistique, c'est quoi? L'idéal, c'est des hébergements d'urgence. Ce qui nous manque actuellement, c'est les hébergements d'urgence. Quand on a une victime qui est domiciliée sur une commune où les enfants sont scolarisés sur la même commune, on n'a pas d'hébergement d'urgence, sauf sur les grandes villes, Marseille, mais c'est très difficile d'une dame de prendre ses enfants qui sont scolarisés sur une commune, de les déscolariser, d'aller sur une ville qu'elles ne connaissent pas. Des hébergements d'urgence nous manquent dans toute la France.
De quel soutien concret avez-vous besoin? Financier, juridique, de bénévoles, logistique, c'est quoi? L'idéal, c'est des hébergements d'urgence. Ce qui nous manque actuellement, c'est les hébergements d'urgence. Quand on a une victime qui est domiciliée sur une commune où les enfants sont scolarisés sur la même commune, on n'a pas d'hébergement d'urgence, sauf sur les grandes villes, Marseille, mais c'est très difficile d'une dame de prendre ses enfants qui sont scolarisés sur une commune, de les déscolariser, d'aller sur une ville qu'elles ne connaissent pas. Des hébergements d'urgence nous manquent dans toute la France. Latifa, quel est le nombre estimé de victimes sauvées, écoutées par votre asso chaque année? Je dirais une moyenne d'une vingtaine de victimes, celles qui osent en parler, celles qui osent libérer la parole, mais malheureusement, on sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et combien de suivis de dossiers qui vont au tribunal? Énormément. Tous les cas que nous étudions, il y a une suite judiciaire à cette situation, donc généralement, quand elles ne sont pas classées sans suite, mais elles sont minoritaires, celles qui sont classées sans suite actuellement. Et combien de femmes relogées grâce à vous en tant que coordinateur après d'autres associations? Alors des femmes relogées grâce au François Bernardini, le maire de la commune d'Istres, pour ces situations où il est très sensible, reloge plus rapidement les victimes de violences conjugales pour leur bien-être et le bien-être de leurs enfants. Latifa au grand cœur, ton combat est celui de la compassion, du courage et de la lumière. Tu portes la voix de celles et ceux qui n'en ont plus. Tu rappelles que la fraternité, ce n'est pas un mot, c'est un geste, un regard et une main tendue. Merci pour toutes ceux et celles qui souffrent encore et partout et ce que tu apportes de l'écoute, de l'espoir et surtout de l'amour. Je finirai par une citation qui me vient à l'esprit. On ne guérit pas du silence, mais on peut le transformer en force. One Human a Day. Merci Latifa pour ce témoignage poignant.